Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Moi, c'est Aurane. Nous allons passer un petit temps ensemble pour parler des métiers de l'industrie. Donc, ce live s'inscrit dans le cadre du projet avec l'industrie. On a le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux professionnels aujourd'hui qui sont Aline et Antoine qui nous attendent vivement avec impatience sur le côté. Donc, comme vous pouvez les voir. Donc, pendant ces 40 minutes, on va parler de leur métier qui sont bien précis. Ils travaillent dans un milieu qui doit passionner certains d'entre vous. Bien évidemment, si vous avez des questions à nous poser, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra avec plaisir. J'en sélectionnerai quelques-unes, mais si j'ai pas le temps d'y répondre, Nesta est là aujourd'hui pour du coup répondre plus en détail à vos interrogations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons l'honneur d'avoir plusieurs établissements comme EPID, le collège Camille Claudel qui nous regarde, le collège Émile Littré, le collège aussi des Champs-Plaisants, le collège Camille Clos et plein d'autres encore. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je serai là pour y répondre au maximum. Pareil pour Aline, pareil pour Antoine. Donc, au programme, comment ça va se passer aujourd'hui? On va faire une présentation de leur métier en images, comme vous le savez, qui dit illustration, dit explication. Puis leur parcours, bien évidemment, pour avoir toutes les clés de leur succès, ce qu'ils apprécient le plus et ce qu'ils apprécient le moins dans leur quotidien, pour que vous puissiez savoir si c'est un métier qui vous correspond. Et enfin, nous terminerons par le petit mot de la fin et on répondra à toutes vos questions, ce qu'il en reste sur la fin de ce live. Eh bien, je pense qu'il est temps d'aller retrouver donc Aline et Antoine qui nous attendent et de découvrir ensemble ce qu'ils font chaque jour. Aline, Antoine, bonjour à vous deux. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi en live. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Un petit peu stressée. Non, il faut pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de présenter sa profession et puis de se dire qu'on va peut-être donner envie à d'autres gens de le faire en fait. Ah, bah écoute, j'espère en tout cas que ce sera une mission accomplie d'ici 40 minutes et qu'on va avoir pas mal de jeunes qui vont nous dire « Oui, moi je viens, où est-ce qu'on peut déposer ton CV pour venir faire un stage avec toi ?» Avec plaisir. Antoine aussi, t'es stressé? Non, quand même pas. Ça va. Non, Ok. ça va. On est prêt. Vous êtes prêts? Eh ben, alors si vous êtes prêts, on va peut-être déjà expliquer un petit peu ce que vous faites dans le monde de l'industrie. Donc, chacun, vous avez un métier bien précis et bien différent l'un de l'autre. Donc, toi, Aline, tu es chargée de méthode sécurité et conseillère en radioprotection chez Eiffage, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ok. Et toi, Antoine, tu es gestionnaire de crise, notamment ingénieur en charge des relations avec l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection chez EDF. C'est ça, exactement. Ok, super. Alors, ce sont des titres à rallonge. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, on va dire plus accessiblement, ce que vous faites et ce que vous faites au quotidien, notamment grâce à ces images qu'on a sous les yeux? Alors moi, pour faire simple, j'accompagne
des intervenants donc, qui réalisent des activités de maintenance, principalement dans le milieu nucléaire, donc sur les centrales nucléaires. Et donc, je les accompagne en fait pour tout ce qui est sécurité, pour les protéger dans leur quotidien de travail, pour éviter qu'ils se blessent et qu'ils puissent repartir chez eux le soir en bon état. D'accord. Voilà. Et puis, je fais toute une partie de relationnel avec notre client principal, donc EDF, sur CNPE pour partager sur les exigences et pouvoir retransmettre et accompagner les intervenants sur ces exigences. D'accord, effectivement. Donc, c'est très complet. Tes journées sont bien remplies. Et tu es aussi bien, du coup, à ton bureau que sur le terrain. Tout à fait. Il y a une partie, je dirais, papier administratif à gérer et il y a quand même une grosse partie de terrain, vraiment d'opérationnel, d'accompagnement avec les gens sur le terrain, sur place, pour pouvoir répondre à leurs problématiques, mais vraiment sur le terrain. D'accord, ok, très bien. Alors, effectivement, au quotidien, tu dois te retrouver souvent confronté à des problématiques, à devoir gérer aussi des aléas, je pense, de tout ce qui est environnement, non? Tout à fait, oui, parce que l'environnement peut changer très très vite, d'une journée sur l'autre, d'une demi-journée sur l'autre. On peut rencontrer des aléas à tout moment, même si on a fait beaucoup de préparation, même si on a fait beaucoup d'anticipation de nos travaux, il est possible de trouver, de tomber sur un certain nombre d'aléas. Et là, il y a besoin d'accompagnement parce qu'on laisse pas les intervenants sur le terrain tout seuls. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Donc, on s'arrête, on se pose et on se dit, comment on fait pour y arriver en toute sécurité. On écoute aussi bien les intervenants parce que souvent ils ont des très très bonnes idées pour résoudre les problèmes. Donc voilà, c'est une communication dans les deux sens pour résoudre les problèmes qu'on rencontre quasiment tous les jours. D'accord, ok, très bien. Alors, est-ce que là, globalement, tu pourrais nous expliquer un projet sur lequel tu es actuellement qui peut sembler être un bon exemple pour illustrer ce que tu fais, notamment par rapport aux images qu'on a là en dessous? Alors, faut savoir que dans le milieu nucléaire, on travaille ce qu'on appelle en arrêt de tranche, c'est-à-dire que ça veut dire quoi un arrêt de tranche? Voilà, selon un cycle, selon les cycles, en fait, il y a une tranche donc liée, ce qu'on voit sur la petite photo, à un aéro, qui s'arrête selon un cycle particulier. Et au moment où ça s'arrête, on va avoir ce qu'on appelle un planning de maintenance avec un certain nombre d'activités à réaliser. Au moment où ça va s'arrêter, vous allez avoir rencontré le risque de chaleur parce que comme ça produit de la vapeur d'eau, dans le processus, vous allez avoir le matériel qui va être chaud, donc ça va être très chaud, donc ça va être un des premiers risques pour les intervenants, de ne pas se brûler quand ils vont intervenir. Après, vous allez ouvrir du matériel avec des clés comme les clés qu'on a à la maison pour bricoler, mais en diamètre un peu plus gros quand même. Oui, des grandes clés comme ça. Voilà, c'est des grandes clés. Et puis, vous allez pouvoir, comme à la maison, avoir un petit problème de s'égripper, ça veut pas s'enlever, comme la roue de la voiture sur le bord de la route quand il pleut et tout, là, qu'on peut pas la dévisser. Ouais. On peut avoir exactement le même problème. Donc, là, il va falloir trouver une solution. Et dans des énormes tours. Oui, puis voilà, puis des goujons qui font cette taille-là. On est sur vraiment de l'industriel. D'accord. Mais finalement, on finit par faire quasiment la même chose sur notre roue de voiture. Mais voilà, il faut pas abîmer le matériel comme notre roue de voiture. Il faut. Donc ce sont des choses qu'on rencontre très régulièrement. On peut également, quand on a ouvert du matériel, trouver à l'intérieur des morceaux de métal ou quelque chose en fait qui n'a rien à faire là. Donc là, il faut se poser la question de d'où ça vient et qu'est-ce que ça a pu abîmer sur son trajet. Ce sont des choses qu'on vit tous les jours. Et alors, toi, Antoine, est-ce que dans ce que vient d'expliquer Aline, tu as des similitudes avec ton travail? Donc, Antoine, toi, tu es gestionnaire de crise, ingénieur en charge, je le rappelle, des relations avec l'autorité de sûreté. Donc, on a aussi ce côté sécurité.
Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te sens concerné ou bien tu as été en relation avec ce type de problématique? Oui, donc moi, mon travail, en fait, il consiste à faire le lien entre une centrale nucléaire, donc la centrale nucléaire de Dampierre, donc qui est exploitée par EDF. Donc là, par exemple, c'est l'image qu'on voit au milieu. Alors, ça peut être ce type de centrale-là? Oui, ça ressemble à voilà, l'image qu'on a de la centrale nucléaire, c'est la grosse tour aéroréfrigérante avec voilà, de la vapeur d'eau au-dessus. Mais c'est des grosses installations, hein, donc il y en a quand même plusieurs en France, hein, on en exploite beaucoup, elles sont exploitées par EDF. Et donc moi, je fais le lien entre la centrale et l'autorité de sûreté, qui sont des inspecteurs indépendants, qui viennent régulièrement surveiller, en gros, qu'on respecte bien la réglementation et qu'on applique bien toutes les procédures. Et donc, je réponds à leurs demandes et je fais le lien voilà, entre eux et puis la centrale. Ok, très bien. Et par exemple, au quotidien, là, est-ce que tu es sur quelque chose, un projet dont tu pourrais nous parler, quelque chose qui t'a plu dernièrement peut-être, où tu as rencontré un souci et où tu t'es dit, oh là, j'ai pas les bons outils pour répondre à la question? Alors justement, Aline, elle en parlait, quand on arrête les réacteurs, donc on les arrête souvent pour de la maintenance. Oui. Et puis pour renouveler le combustible. Le fameux arrêt de tranche. Voilà, c'est ça. On les arrête parce qu'il y a du combustible hein, dans une cuve, hein, dans un réacteur. Et puis, comme pour une voiture, à un moment donné, il faut renouveler, il faut en remettre d'autres parce qu'il a été consommé pendant un certain temps. Et donc, quand on les arrête, souvent, on en profite pour faire plein d'activités de maintenance qu'on ne pourrait pas faire en temps normal, comme une voiture qui roule. Et en gros, on ne peut pas faire des réparations quand elle roule. Là, on l'arrête. On en profite pour la mettre sur le pont, on regarde tout et on remplace certaines pièces. Et là, l'autorité de sûreté, elle vient nous voir, elle vient regarder si on applique tout et que c'est bien conforme, qu'on applique tout ce qu'on a écrit. Et nous, moi, dans mon métier, dernièrement, je l'ai fait sur un précédent arrêt de tranche, comme on dit, où on va constituer des dossiers pour que l'autorité de sûreté, elle nous autorise à redémarrer, donc à remettre. D'accord, ok. Et sans ces autorisations-là, vous n'avez pas le droit de faire une remise en service des usines. Exactement, on ne pourra pas. On pourra pas. Donc, si l'autorité de sûreté juge que les éléments ne sont pas réunis pour redémarrer, elle dit non. Et là, EDF ne pourra pas redémarrer sa centrale et remettre l'électricité sur le réseau. D'accord, ok. Bon, du coup, si je résume bien, on va dire de manière un peu plus simplifiée, vous me dites si je me trompe, mais Aline, toi, tu gères donc la sécurité des intervenants sur le terrain, mais aussi en amont, au niveau dans un bureau. Donc, tu es un peu comme une super-héroïne du terrain. Voilà. T'as un petit peu tout à gérer. Et toi, Antoine, tu es comme le meilleur ami d'inspecteur Gadget. Il faut que tu fasses le lien pour permettre à l'inspecteur Gadget de faire son bon travail aussi bien sur le terrain que pour les utilisateurs. C'est ça? C'est ça. Et pour que toutes les procédures, on s'assure qu'elles soient bien respectées. Qu'elles soient bien respectées parce que comme partout, que ce soit à l'école, au travail, il faut respecter les règles. Voilà. C'est ça. Exactement. Ok, super. Effectivement, on a donc deux métiers bien différents, mais qui sont finalement très complémentaires. En fait, vous avez l'occasion de vous croiser tous les deux sur le terrain, probablement régulièrement. Et pour faire le métier que vous faites, quelles sont les compétences que vous devez impérativement avoir? Alors, il faut beaucoup, pour mon métier, il faut beaucoup de pédagogie parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement des intervenants. Et c'est un petit peu comme à l'école, il faut répéter les choses pour que ça rentre. Il faut être exemplaire parce que je suis quand même la figure d'exemplarité vis-à-vis du client et puis vis-à-vis des intervenants parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un par exemple de porter son casque si on le porte pas soi-même. Donc voilà, il y a une exemplarité à avoir et de la rigueur parce que c'est pareil, j'ai des choses réglementaires, il y a des aspects réglementaires dans mon travail qui doivent être respectés. Donc il faut de la rigueur parce que faut vraiment vérifier également que ce soit bien respecté sur le terrain. D'accord, ok. Et toi, Antoine, quelles sont les compétences que tu dois impérativement avoir dans ton bagage pour faire le métier que tu fais?
Mais on retrouve aussi la rigueur. De toute façon, la rigueur, on la retrouve dans tous les emplois dans une centrale nucléaire. Vu les enjeux et les risques associés, c'est vraiment un point important. Ça, c'est pour tous les métiers du nucléaire. Et moi, dans mon travail, il y a aussi le sens de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir gérer tout un tas de demandes, parce que quand l'autorité de sûreté, elle vient, elle peut poser plein de questions. Donc, il faut pouvoir déjà bien les comprendre et puis bien pouvoir les traiter, parce que parfois ça peut être plusieurs dizaines de questions qui sont à traiter. Donc il faut pouvoir bien organiser les différentes réponses qu'on peut faire. Donc il faut être quand même très organisé. Et il faut aussi de la communication, parce que nous on parle directement à nos inspecteurs. Donc il faut que quand ils posent une question, que notre réponse soit la plus claire et la plus détaillée, argumentée possible. D'accord, ok. Donc, il faut savoir quand même bien communiquer dans vos métiers respectifs, aussi bien avec pédagogie pour toi, Aline, que toi, Antoine, avec, je dirais, précision et fermeté aussi sur certains sujets notamment. Ok. Est-ce que c'est nécessaire de bien parler en anglais? Parce que du coup, on s'adresse quand même à des jeunes qui sont sur des niveaux d'anglais en apprentissage, souvent aux alentours des on va dire B1, B2. Est-ce que c'est nécessaire d'être bilingue en anglais ou pas forcément? Alors, personnellement, actuellement, dans mon travail, non, celui que j'occupe actuellement. Alors, faut savoir que des responsables sécurité, il y en a quasiment dans toutes les industries, dans tous les métiers, voilà, ça existe partout, que ce soit le Leclerc, que ce soit le bricomarché, que ce soit l'automobile et tout. Il y a des responsables sécurité partout. Et il y en a beaucoup où, oui, il y a une part d'anglais qui est demandée. Et je pense que de toute façon, dans le monde actuel où on est, dans lequel on vit, l'anglais, d'être bon en anglais, ça ouvrira forcément des portes et ça apportera forcément une plus-value aux élèves actuellement. Moi, j'ai une petite fille et j'espère qu'elle sera meilleure que sa maman en anglais, parce que ça lui apportera beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Ne pas oublier que l'anglais est une matière très importante, ne serait-ce que pour développer ses relations internationales, parce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur le sol français, mais rien ne dit que celles et ceux qui nous regardent demain ne seront pas intéressés pour faire le même métier à l'étranger. Donc, c'est quand même très intéressant et très important de parler l'anglais. J'ai une question qui m'a été posée pour savoir quelles sont les matières les plus importantes pour votre métier, notamment sur l'aspect ingénierie, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'être bon, par exemple, en mathématiques, en chimie ou bien d'autres aspects? Alors, sur les métiers d'ingénieur en centrale, en fait, notamment en centrale nucléaire, parce qu'on fait de l'exploitation, donc on est moins sur les chiffres, on est peut-être moins sur les calculs comme on peut se l'imaginer en bureau d'études. En revanche, pour un métier d'ingénieur, les matières comme la physique, la chimie, les mathématiques, etc., ça permet de développer quand même tout un cheminement scientifique. D'accord. Toutes les procédures, tout le process d'une centrale nucléaire, ça repose sur des fondements scientifiques. Donc, c'est important d'avoir ces matières-là un peu en tête, de bien les cerner pour comprendre ce qui se passe dans nos métiers d'ingénieur. En tout cas, je parle vraiment d'ingénieur. D'accord. Et pour toi, Aline, est-ce qu'il y a une matière qui te semble inévitable? Alors maintenant, moi à l'époque, il y avait une spécialisation, tout ce qui était qualité, sécurité. Maintenant, il y a vraiment des écoles qui se sont développées avec des parties, tout ce qui était partie réglementaire, tout ce qui est partie vraiment sécurité, hygiène et donc ça, c'est vraiment des parties très importantes, parce que il faut connaître la réglementation française par rapport à ces demandes, le code du travail, toutes ces choses-là. Donc ça devient indispensable pour exercer un métier comme le mien. D'accord, ok, très bien. Je pense qu'on peut peut-être passer à la deuxième partie, qui est de parler de votre parcours respectif. Notamment de savoir comment est-ce que vous avez découvert ce métier. Bien évidemment, je pense que c'est pas quand vous êtes sorti de la primaire que vous êtes dit
oh, je vais travailler là-dedans. Il y a eu tout un parcours qui s'est fait. Vous donc vos explications. Aline, je te laisse expliquer. Donc toi, après la troisième, quel a été ton parcours? Moi, après la troisième, j'avoue que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais assez angoissée sur l'avenir, en fait, parce que s'imaginer en troisième le métier qu'on pourrait faire pour toute sa carrière, je pense que c'est compliqué. Oui, c'est quand même très compliqué. Oui, bien sûr. Voilà, donc moi j'ai décidé de prendre une filière générale et j'ai fait un baccalauréat scientifique parce que j'étais déjà quand même plus portée pour tout ce qui était mathématiques, physique, biologie. Donc ça, voilà, sans avoir une idée précise de ce que je voulais faire de ma carrière, j'ai préféré parce que j'avais plus d'intérêt pour ces matières. Donc après le bac, je me suis orientée vers une faculté de biologie et donc j'ai fait un master 2, donc un bac plus 5 en qualité et innovation. Parce que c'était la qualité qui m'intéressait le plus. Donc j'ai fait des stages, alors essentiellement en agroalimentaire à l'époque. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du travail parce que malheureusement le monde du travail c'est un petit peu compliqué et souvent on demande un diplôme mais de l'expérience et tout et on n'en a pas forcément énormément après ses études. Donc c'est vrai que si je refaisais maintenant, je prendrais quelque chose en alternance. Bien sûr. Voilà, nous on a des alternants avec nous en fait, on fait des contrats d'alternance et il y a vraiment une intégration dans le monde du travail qui est valorisée pour après trouver. Bien sûr, ça facilite ses chances de pouvoir soit rester dans l'entreprise dans laquelle on est en alternance, tout à fait, soit pouvoir effectivement se faire un petit bagage professionnel, quoi. Donc ne pas partir à vide comme ça dans le monde du travail. Tout à fait. Et donc moi, j'ai passé le concours donc pour entrer dans l'armée de l'air. Je cherchais des officiers qualité. Donc j'ai passé le concours, j'ai fait mes classes comme les militaires. Je suis devenue militaire. Et puis un jour, au détour d'un forum, j'avais accompagné mon sergent-major. J'ai rencontré quelqu'un d'une entreprise des travaux publics avec lequel j'ai discuté et qui m'a dit je cherche un responsable qualité pour mettre en place pour construire la première ligne du tramway sur Tours. D'accord. Et ça m'a hyper motivée, ça m'a emballée. J'ai trouvé ça en plus. J'avais 26 ou 27 ans et je trouvais que c'était un challenge extraordinaire. Donc j'ai quitté l'armée et je suis rentrée comme responsable sécurité sur cette partie du tram et j'ai poursuivi dans les travaux publics avec beaucoup de gros chantiers. Donc la LGV Paris-Bordeaux, j'ai fait des élargissements autour. Alors c'est quoi que tu appelles LGV? Ah, la ligne à grande vitesse. Pardon. D'accord, ok. Oui, effectivement, parce que ils la connaissent pas forcément. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas forcément savoir. C'est effectivement la ligne de train qui a été créée entre Paris et Bordeaux pour permettre un accès plus facile à la capitale. Tout à fait, plus rapide. Donc ça a ouvert un grand nombre d'emplois et d'embauches partout sur cette zone-là. Tout à fait. Et puis j'ai fait également des élargissements autoroutiers pour permettre de partir plus vite en vacances, qu'il y ait moins de bouchons quand on part en vacances l'été. Oui, effectivement. Merci à toi. Donc, mais du coup, c'est vrai que ton passage dans l'armée t'as peut-être aussi apporté de la rigueur et de la pédagogie, donc ce savoir amener les choses de manière plus souple, plus précise, etc. Et aussi très structurée, en respectant les règles. Donc, comme quoi, c'est pas forcément un parcours, je dirais, uniforme entre guillemets, mais en fait, c'est ce qui fait aussi que tu en es arrivé là aujourd'hui, et d'ailleurs, qui fait que ça fait combien d'années que tu es chez FH, toi? Ça fait 10 ans. Ah oui, donc comme quoi, on n'a pas forcément besoin, parce que je fais le lien avec une question qui nous a été posée sur les compétences techniques. Mais en fait, les compétences techniques, elles ne sont pas forcément apprises que dans ton master, elles ont été aussi apprises dans tes expériences professionnelles que tu as fait
par Tout la à suite. fait. Oui, oui, et je pense que c'est la partie vraiment professionnelle avec les opérationnels, avec les personnes sur le terrain, qui fait que j'ai appris énormément, qui m'ont beaucoup apporté et que j'utilise toujours à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que voilà, j'ai plutôt un bon relationnel avec les gens avec lesquels je travaille parce que je sais les écouter. Ils ont beaucoup de choses à apporter et ça aide à grandir en fait. Bah écoute, en tout cas, c'est sûr que c'est intéressant de voir. Là, on me demande globalement la meilleure voie pour les deux formations, et je pense que du coup, on va faire le lien avec toi, Antoine. Tu vas nous expliquer ton parcours qui est aussi différent de celui de Aline, mais qui t'a mené au poste actuel dans lequel tu es. Donc, je te laisse expliquer un peu plus en détail ton parcours et on trouvera après un pont entre les deux pour répondre à la question. Donc moi, au collège et au lycée, ça se passait plutôt bien, hein, mais j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Je voulais être militaire. Je voulais aussi. Oui, donc il y a un lien finalement. Donc c'est ce que j'avais envie de faire, mais voilà, je me dis bon, je vais quand même faire une filière générale pour pourquoi pas pouvoir rentrer officier après une école militaire. Et puis les années sont passées, donc j'ai fait mes années lycée, puis après je suis allé en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc c'est des classes après le bac qui permettent de préparer les concours d'ingénieur. Et là, l'idée de rentrer dans l'armée, c'est un peu estompé. J'avais plus forcément très envie. Hein. Voilà, il se passe des années, on grandit aussi. Et je suis rentré dans une école d'ingénieur, donc l'école des mines que j'ai faite en apprentissage. J'ai fait les 3 dernières années en apprentissage, en alternance. D'accord. Donc, ce qui t'a permis de te faire une première expérience dans le monde du travail. Exactement, parce qu'en fait, moi, j'avais un peu cette frustration d'être à l'école, de me dire, en fait, c'est bien, je suis à l'école, j'apprends plein de trucs, mais comment ça va se passer quand je vais travailler vraiment dans une entreprise? Et l'école, elle offrait cette possibilité d'être en alternance. Donc, on alternait entre une entreprise et puis l'école, parce que très franchement, le métier d'ingénieur, je pense que ça, c'est le cas pour tous les collégiens, les lycéens, c'est absolument obscur. En fait, on ne sait pas ce que fait un ingénieur. Quand on regarde sur Internet, des fois, on dit ça résout des problèmes. Enfin, c'est vrai, c'est assez vulgaire, mais oui. Mais en fait, un ingénieur, c'est plein de choses à la fois et même au sein d'une même entreprise, c'est déjà 2 métiers différents. D'accord. Oui, parce qu'un ingénieur, il peut aussi bien être sur le terrain, comme toi, que être derrière son ordinateur. Ou dessiner des plans ou faire des papiers. Enfin voilà, c'est en fait un ingénieur, c'est quand même assez vaste, mais ça reste un métier qui demande énormément de rigueur. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc du coup, ton premier travail, c'était en alternance, donc dans une entreprise de rénovation énergétique de logement, et ça t'a permis de trouver ton entrée chez EDF quelques années plus tard. Alors en fait, moi, effectivement, j'étais dans une entreprise qui construisait et rénovait des logements sociaux. Et j'étais dans la partie énergétique parce que c'est un domaine qui m'intéressait. Voilà, c'était une option dans l'école qui était proposée. On me dit, tiens, l'énergie, c'est porteur, c'est d'avenir et il en faudra toujours. Enfin voilà, c'est ce que je me suis dit, de l'énergie, on en aura toujours besoin. Et l'avantage de l'alternance, c'est qu'à l'issue de mon école d'ingénieur, mon entreprise, elle m'a recruté. Elle me connaissait. Ça faisait 3 ans qu'elle m'avait vu travailler. Donc, elle m'a proposé un poste. Et donc, j'ai travaillé pour cette entreprise-là pendant quelques années. Et après, j'ai eu envie de faire autre chose, voilà, d'évoluer vers une autre entreprise et j'ai postulé chez EDF il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans quasiment. Et l'avantage d'EDF, c'est que elle prend, cette entreprise-là, elle prend déjà à tout niveau. Hein. On recrute aussi du CAP, BEP. Alternants aussi, des alternants. Et elle est capable de former aussi ses nouveaux embauchés. Donc, elle demande pas forcément de l'expérience dans le nucléaire. Moi, je n'avais pas d'expérience dans le nucléaire quand je suis rentré chez EDF. Donc, finalement, ils peuvent quand même t'accompagner dans un processus de développement professionnel, même si tu n'as pas toutes les compétences. Disons que le socle
je pense que c'est pareil aussi avec toi, Aline. Le socle, c'était que vous soyez quand même des élèves studieux, puisque vous avez ça en commun tous les deux, que vous ayez eu donc cette envie ou même ce passage, on va dire, dans un poste ou une entité avec de la rigueur. Donc par exemple, toi, Aline, tu as été militaire, et puis toi, tu as déjà eu l'occasion de travailler dans le monde du travail avec une alternance. Et effectivement, il faut quand même avoir une bonne base technique. Pour pouvoir travailler dans ce milieu-là, quoi qu'il en soit, il faut avoir des compétences techniques développées. Alors, quand je dis compétences techniques développées, c'est pas forcément sur que des outils numériques. Ça peut être aussi sur d'autres choses. Oui, parce que moi j'ai des intervenants, ils sont pas du tout numériques, hein, même des jeunes gens, et il y a des compétences techniques. J'ai des mécaniciens, j'ai des monteurs, j'ai l'industrie nucléaire recrute énormément, et moi je suis rentrée dans le nucléaire parce que je croyais fermement que c'est un milieu qui se développe, qui va se développer encore, qu'on en a besoin. Et puis la première fois, j'avoue, hein, que je suis rentrée dans un des bâtiments de la centrale, j'ai fait waouh. Et 10 ans plus tard, ça a toujours l'effet waouh. Voilà, le nucléaire, c'est quelque chose qui est à découvrir. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Justement, j'ai une question qui m'a demandé si pour vous les métiers, entre guillemets, le secteur du nucléaire, de l'énergie, c'est l'avenir. Ah oui, c'est sûr. C'est 10 000 emplois par an. Là, il y a 10 000 emplois par an, t'as dit, Antoine ? Dans la filière nucléaire, ouais. Pour les années à venir, on relance la filière. Hein. À un moment donné, on se disait, oui, on va peut-être devoir déconstruire des centrales et autre chose. Aujourd'hui, on est clairement on maintient en état nos centrales, on les renforce pour qu'elles soient au plus haut niveau de sûreté possible, et on en construit des nouvelles. Donc en fait, quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans le nucléaire, il est assuré pendant toute sa carrière d'avoir du travail dans la filière. Vraiment, très long terme. Oui. Ok, très bien. C'est intéressant de le savoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on a souvent tendance alors je dirais pas à jongler entre plusieurs métiers, mais on a souvent tendance à soit ne plus s'épanouir au bout d'un certain temps, parce que justement les missions sont plus très intéressantes. Donc finalement, là, il y a toujours du travail, et puis on est tout le temps challengé. Oui, il y a possibilité d'évolution aussi. Moi, j'ai des intervenants, j'ai des intervenants qui étaient mécaniciens, qui sont passés préparateurs, qui vont passer chargés d'affaires. Donc après, quand on a la motivation, et puis on peut apprendre également sur le terrain. Le terrain est vraiment très formateur. Et je pense que oui, de toute façon, les énergies, c'est l'avenir pour demain. On ne pourra pas s'en passer. Et c'est une filière qui est en constant développement. Elle se réinvente constamment également. Donc, peut-être que dans 20 ans, on fera toujours de l'énergie, mais peut-être différemment. Mais vous aurez déjà eu les outils en main, donc vous savez de quoi vous parlez. C'est ça. Et on a besoin aussi vraiment de tous les niveaux, parce qu'effectivement, nous, on a un travail aussi sur le terrain et un peu bureau, mais on a aussi besoin de soudeurs, des mécaniciens, des électriciens, parce que ces métiers-là, en fait, ils sont pas délocalisables. C'est-à-dire qu'en fait, une centrale nucléaire, on va pas la délocaliser, elle reste sur place. Et dès qu'on construit, c'est plusieurs dizaines d'années où elle va rester en place, et il va falloir l'entretenir, la faire évoluer. Ça va tourner tout seul, quoi qu'il en soit, il y aura toujours du travail, il y aura toujours matière à produire et à faire quelque chose. Oui, et avec aussi des métiers, et ça j'insiste parce qu'on en a vraiment besoin, c'est des métiers techniques. Et moi je me souviens, on nous engageait parfois vers des voies de filière générale, aller vers le bac. On a aussi besoin de gens sur le terrain. Et notamment dans nos grandes entreprises comme ça, ils peuvent aussi évoluer. Si un jour ils ont envie de faire autre chose, ils peuvent passer sur d'autres métiers. Bien sûr, oui. Donc, ne pas du tout oublier qu'il est aussi possible d'aller dans des filières professionnelles pour pouvoir se spécialiser dans des métiers possiblement évolutifs.
Exactement. Tout à fait. Alors, c'est quoi vos horaires de travail? Après, on va passer à la slide du coup de ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins. Mais respectivement, ce sont quoi vos horaires? Une journée lambda classique, si je peux. Il y en a une. Moi, alors lambda. Je commence vers 7h45 pour finir D'accord. vers 17h. Ok. Il y a des périodes de l'année où c'est un peu plus calme, d'autres où c'est un peu plus condensé. Enfin voilà. Oui. On a certains intervenants qui ont des astreintes le week-end ou des choses comme ça. C'est pas mon cas. Mais D'accord. voilà, parce que la filière nucléaire, quand il y a ce qu'on appelle l'arrêt de tranche, il faut travailler en fait. Il faut que ça avance. Il y a des délais quand même. Il y a des plannings à respecter. Donc Oui, forcément. ça peut faire partie de l'amplitude de travail demandée. D'accord. Et toi, Antoine, tu as tendance à travailler aussi tôt que Aline ou bien peut-être plus tardivement? Oui, je travaille aussi. J'arrive à 8 heures. Hein. Souvent, dans le nucléaire, ça commence assez tôt. Enfin, traditionnellement, voilà, vers 8 heures, il y a quand même une grosse partie. C'est bon à savoir, hein, du coup, pour celles et ceux qui sont des lève-tôt. Voilà, c'est un métier sur lequel vous pouvez compter. Ouais, on commence assez tôt. Après, effectivement, ça s'arrête jamais. Donc, on a des gens qui travaillent de nuit. Donc, Oui. peut-être que ça peut plaire aussi à des gens de travailler la nuit et puis d'avoir une partie de sa journée pour faire autre chose. Et puis, je finis, voilà, ça peut être autour de 18 heures à peu près. Enfin, j'ai la chance de pouvoir aussi adapter ma journée en fonction du travail. Et j'ai une astreinte. Donc, c'est-à-dire que cette astreinte-là, toutes les 5 semaines, pendant une semaine, je dois être disponible par téléphone et pas très loin de la centrale pour pouvoir répondre à des questions ou intervenir si jamais on a besoin de moi. D'accord, ok. Donc, en fait, tu es mentionné, tu es un peu le gardien de la centrale pendant une semaine et vous tournez, bien évidemment, au sein alors on est nombreux. Hein. On est nombreux à avoir une astreinte. Hein. C'est plusieurs dizaines par jour. Hein. Enfin, on est nombreux. Okay. Mais on a chacun une spécialité. Et si on a besoin de nous, il faut qu'on puisse répondre, que ce soit la nuit, le week-end, le jour férié. On doit être disponible. Et ça, on tourne évidemment. Ok, très bien. Bon, au moins, c'est honnête. C'est une partie. Il n'y a pas que des parties intéressantes dans le travail. Parfois, il y a des contraintes comme ça. C'est un peu comme tous ceux qui nous regardent aujourd'hui au collège, au lycée. Voilà, ils sont pas tous fans de toutes les matières qu'on leur impose, mais ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. Ce sont les règles. Donc c'est très bien. Bon, après, il y en a qui adorent se lever dans la nuit pour aller répondre aux questions, mais c'est très bien d'en parler aussi. J'ai une question qui m'a été posée justement. Globalement, on va donner une tranche. Hein, on n'est pas obligé de donner le chiffre précis, mais sur vos postes respectifs, on est autour de combien pour pouvoir se situer sur le salaire? Alors moi, en début de carrière, faut compter une fourchette entre 1400 et 1800 euros net par mois. D'accord. Et après, c'est en fonction des entreprises, en fonction d'évolutions internes, en fonction de missions qu'on peut prendre en plus. D'accord. Mais voilà, ça c'est le début. D'accord, ok, très bien. Et pour toi, Antoine? Alors chez EDF, c'est dépendant déjà du niveau d'études. D'accord. Le salaire est très différent entre le CAP, BEP jusqu'au bac plus 5. Faut se dire qu'à peu près CAP, BEP, on va être autour à l'embauche des 1700, 1800 euros net par mois et auquel on peut rajouter des heures supplémentaires. L'astreinte, pareil, c'est contraignant, mais c'est rémunéré. Un bac plus 2, bac plus 3, donc on va être sur autour des 2000 euros, des 2000 euros net. Et bac plus 5 à l'embauche, on peut être à 2500, voire un peu plus, voire 3000 selon les postes. D'accord. Et en acceptant aussi une certaine forme de contrainte, ça veut dire que l'astreinte, elle nécessite de résider pas très loin de la centrale, donc peut-être pas forcément dans les centres-villes des villes les plus attractives. Et parfois avec un travail de nuit pour certains postes. Mais en tout cas, les salaires à l'embauche, on peut dire en tout cas qu'ils sont oui, mais on va dire qu'on est autour de 2008 et 2000. Oui, bien évidemment. Mais après, tout dépend du niveau du coup d'études dont on parlait tout à l'heure. Ok, très bien.
Du coup, on va faire un petit point sur ce que vous aimez le plus de manière assez générale au quotidien. Est-ce que vous aimez le moins pour qu'on puisse, pour celles et ceux qui nous regardent, ils puissent savoir un petit peu si ils se sentent concernés par tout ça. Donc, Annie, je te laisse commenter ce que tu apprécies le plus au quotidien. Oui, alors moi je suis fan du milieu nucléaire. C'est un milieu qui est exigeant, c'est un milieu qui demande de la rigueur et ça correspond bien à mon caractère. Cet effet waouh dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, tout à fait, l'effet waouh de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable tous ensemble, et en travaillant, en faisant de la maintenance, quand elles fonctionnent, les centrales, on alimente des villes entières. Enfin, faut pas l'oublier. C'est pour moi, c'est l'avenir également, comme on disait. C'est l'énergie, on en aura toujours besoin. Et je trouve que c'était pour moi un moment de ma vie sécurisant d'être dans un milieu où il y avait de l'avenir, il y avait de la visibilité sur l'emploi. Ouais. C'était important. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est certains aspects qui sont un peu redondants, c'est-à-dire il faut dans l'accompagnement des intervenants, il faut souvent répéter les mêmes choses. Il faut, c'est un accompagnement sans s'énerver, en étant compréhensif vis-à-vis de ce que peuvent ressentir les intervenants. Alors il y a par moments une certaine fermeté à avoir parce que ce qu'on met en place c'est pour les protéger et que s'ils le font pas, ils se mettent en danger et ça on peut pas cautionner ça en fait, on peut pas accepter qu'ils se mettent en danger. Voilà, donc il y a une certaine fermeté à avoir. Et ça, c'est vrai que certains jours c'est un petit peu lourde. Alors après, la partie opérationnelle sur le terrain, dans mon cas, rattrape largement ces aspects un petit peu négatifs. Mais comme tu disais tout à l'heure, malheureusement, je suis pas sûre qu'il existe beaucoup d'emplois où on adore tout ce qu'on fait tous les jours. Oui, forcément, il y a des plus et il y a des moins. C'est comme ça partout. Donc, on accepte. Voilà, tout à fait. Donc il faut quand même qu'il y ait plus que de moins quand même. Oui, bien sûr, sinon on se lève pas le matin. Voilà, pour se lever le matin, mais voilà, il faut savoir. Voilà. Et toi, Antoine, du coup, tu as remarqué que tu aimais aussi la diversité de ton métier. Oui, parce que on alterne du terrain avec un peu de bureau. On travaille avec beaucoup de personnes différentes. Enfin, c'est vraiment très très diversifié. Et dans le nucléaire, on a énormément de métiers différents. En fait, une centrale nucléaire, faut voir ça comme une petite ville. Donc, on a tous les métiers qu'on retrouve dans une petite ville. Et ça, c'est hyper intéressant dans les centrales. Donc, il y a plein de métiers différents, plein de compétences. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus pour ce milieu-là. Et au-delà du fait qu'on travaille aussi pour approvisionner en électricité le pays. Donc, il y a vraiment une mission d'utilité. Sans vous, on n'aurait pas cette connexion, du coup, qui nous relie aujourd'hui. Exactement. Et puis, une électricité stable, majoritairement sans CO2. Enfin, c'est quand même vraiment… et puis, en plus, l'avenir. Oui. Et ce que j'aime le moins, c'est la complexité de toutes nos organisations. C'est complexe. Une centrale nucléaire, on se doute bien. Et heureusement que c'est complexe parce qu'il y a plein d'exigences de sûreté. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps à appréhender. Et c'est des métiers dans lesquels on met du temps avant d'être à l'aise. Donc, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand on rentre dans des entreprises comme celle-ci, parfois, il faut retourner un peu à l'école. Donc, c'est intéressant parce qu'on est aussi salarié, on a notre salaire. C'est challengeant, effectivement. Mais on réapprend des nouvelles choses. Donc, il ne faut pas forcément se dire j'ai fini mes études, maintenant, ça y est, je travaille et tout. Non, parfois, on revient un peu à l'école pour être encore meilleur et plus adapté à l'emploi dans lequel on va exercer pendant plusieurs années. D'accord. Et écoute, c'est très, très honnête de ta part, pour le coup, de le mentionner que on n'en a jamais fini en fait avec l'école, on en apprend tout le temps, même si c'est sur le terrain, on en apprend en permanence. Du coup, j'ai une petite question qui me demande, après on va faire la conclusion, juste les risques des métiers pour les travailleurs dans une centrale nucléaire. Est-ce que brièvement vous pourriez repasser dessus, histoire que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien?
les risques d'une centrale, ce sont les mêmes risques que dans quasiment toutes les industries. Vous avez des risques de chute de plein pied parce que il y a du matériel, il y a des chantiers qui sont pas forcément très bien rangés, donc vous avez des chutes de plein pied. Un peu comme son bureau, il faut toujours le ranger. Voilà, tout à fait. Vous avez des risques mécaniques comme à la maison où on se met un coup avec le marteau sur le pouce en plantant un clou ou en travaillant avec une clé. Alors un risque particulier, alors pas que du milieu nucléaire, mais principal dans le milieu nucléaire quand même, c'est tout ce qui est radioprotection. Donc ça, c'est tout ce qui est risque d'irradiation, de contamination, parce que c'est un risque qu'on ne voit pas. Physiquement, on ne le voit pas. Risque de chute de plein pied, il y a un nid de poule, on l'a vu. Et les radiations, ça ne se voit pas. Donc on a des formations pour les intervenants du nucléaire, donc des formations radioprotection. Moi, je suis conseillère en radioprotection, donc c'est la sécurité, mais pour la radioprotection, donc j'accompagne également les intervenants dans ce domaine-là. Et moi, j'ai eu une formation que j'avais pas eue à l'école, donc que j'ai eu quelques années plus tard, donc pour devenir conseiller en radioprotection. Mais voilà, c'est un milieu qui a les mêmes risques, je dirais, que toutes les industries. Il y a pas de... Mais de toute manière, il n'existe pas de métier où il n'y a pas de risque. Après, si on est passionné, comme vous deux, on arrive à s'adapter et surtout à utiliser les bons outils pour pouvoir être le meilleur dans sa catégorie. Tout à fait. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à pas mal de questions quand même de la part de nos viewers, ceux qui nous ont regardés dans tous les collèges et lycées qui nous ont suivis aujourd'hui. J'espère que c'était très enrichissant, en tout cas, c'était très intéressant. Merci à vous deux d'avoir répondu à autant de questions, d'avoir donné autant de détails. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec tout ça. Nous, du coup, on arrive au terme de ce live. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui, donc Antoine et Aline. Merci à vous. Super cool. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes, des petits commentaires sur chacun de nos lives, comme vous le savez. Et pour vous inscrire à nos événements, à nos futurs événements, rendez-vous donc sur myfuture.re/live, donc vous connaissez. Nous allons du coup vous envoyer un petit questionnaire dans le chat. Je pense que Nessa a dû le faire au cours si je n'ai pas vu passer. Nous allons vous envoyer un petit questionnaire, voilà, pour que vous puissiez donner votre avis. C'est toujours très utile. Et puis on va très vite se retrouver pour un prochain live métier. Moi, je suis de nouveau présente vendredi avec Virginie pour parler de son métier dans l'industrie, parce que je le rappelle, on est dans le mois de l'industrie. On vous fait honneur, madame, monsieur, de parler de vos métiers. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et puis, passez une très bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.